Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR ou ESG de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous ferons un point réglementaire. Nous nous demanderons ensemble si la réglementation permet réellement de mieux flécher l'épargne vers l'investissement responsable, durable ou à impact. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant en plateau Élodie Logel, directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à votre épargne retraite, voire également à votre épargne salariale. Nous nous demanderons si le contexte d'inflation actuel remet en cause des stratégies d'épargne retraite ou incite les épargnants à revoir la façon dont ils appréhendent leur épargne retraite. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Peylenic, directrice générale d'Epsens, mais aussi Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, donc le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous poser un certain nombre de questions en matière de réglementation, des réglementations qui sont de plus en plus nombreuses pour encadrer justement cette thématique d'investissement, ces stratégies d'investissement. Nous allons nous demander ensemble si cette réglementation permet effectivement de mieux flécher l'épargne des Français, voire l'épargne des Européens, vers des produits ESG. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Élodie Logel, directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Bonjour Élodie Logel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question centrale qui va nous animer, c'est cette réglementation qui est assez dense, qui n'est d'ailleurs pas finalisée puisqu'il y a de nouveaux textes à venir ou à entrer en application, mais qui permet de fixer un cadre finalement en matière d'investissement ESG. Je ne vais pas donner tous les textes, il y a la CSRD, la SFDR ou le SFDR, pardon. Il y a MIF 1, MIF 2 qui devrait arriver également en 2023. Une question centrale, est-ce que ça permet de mieux flécher l'épargne vers les produits ESG? Avant ça, juste un petit point de définition. On entend souvent que l'innovation de ces textes, de cette réglementation, c'est l'introduction de la notion de double matérialité, quelque chose qui n'est pas courant à travers le monde quand on parle d'ESG. De quoi on parle exactement quand on parle de double matérialité, Élodie Logel? Bien sûr. Alors, quand on parle de double matérialité, on parle de deux matérialités. La première, c'est la prise en compte des considérations ESG, environnement, social, gouvernance, bien sûr, parce qu'ils impactent la trajectoire financière du portefeuille, parce qu'ils impactent le risque financier du portefeuille ou les opportunités financières. Là, on est dans la matérialité financière. D'accord. Et la deuxième matérialité, c'est de comprendre comment son investissement, ses placements, l'orientation du capital vont venir impacter la dimension environnementale ou sociale de la société. D'accord. Donc c'est vraiment les deux notions, les deux directions qui sont prises en compte dans cette réglementation. Donc d'un côté, finalement, on prend en compte, par exemple, si je prends un exemple, le risque climatique dans la stratégie financière de l'entreprise, et de l'autre, on va regarder plus loin, on va regarder l'impact finalement de l'entreprise sur des sujets, alors environnement, sociaux ou gouvernance. Exactement. Il y a beaucoup de textes, je le disais en introduction, qui concernent des pans de l'activité d'investissement qui sont différents. On fait peser effectivement une réglementation sur les distributeurs, sur les gérants d'actifs, sur les émetteurs. Il y a une taxonomie européenne qui est toujours pas en discussion, mais en tout cas en discussion quelque part, parce qu'il y a deux... En évolution. En évolution, voilà, disons en évolution plutôt qu'en discussion, qui n'est pas encore totalement figée. On sent que, en fait, l'ESG, on en parle depuis plusieurs années maintenant, mais que là, il y a un cadre qui vient fixer les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'entre ce qui se passe au niveau européen, ce qui se passe au niveau français, les réglementations sur les différentes chaînes de valeur de l'investissement, on est vers un écosystème qui permet de mieux flécher l'épargne des Français, si on prend l'exemple français, vers des produits ESG? Alors, en effet, oui, ça permet de mieux flécher, mais c'est loin d'être fini. D'accord, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. D'abord, effectivement, l'investissement responsable, ça existe depuis longtemps. En revanche, ça a existé dans un cadre qui était non normé. Les définitions n'existaient pas, les exigences de transparence n'existaient pas.
Et aujourd'hui, avec ce dispositif réglementaire, au fur et à mesure, les briques arrivent. D'accord. Et notamment le premier, et c'est absolument bienvenu, et ça je pense que c'est à le souligner, c'est la transparence, notamment que SFDR exige aujourd'hui quand on traite de l'ESG dans son épargne. Vraiment, qui sont des exigences de transparence pour que les gérants d'actifs puissent vraiment expliquer ce qu'ils font, selon que ce soit un objectif ou simplement une prise en compte, mais qu'ils expliquent. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est important pour qu'ensuite les distributeurs ou les conseillers soient en mesure d'évaluer et de faire leur choix. Et ça, avant la réglementation, ça n'existait pas ou c'était au bon vouloir des On n'avait pas d'exigence ou de cadre très précis sur ce qu'on devait documenter au regard de la prise en compte des critères ESG dans l'épargne. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a l'impression que quand il y a une sorte de flou, finalement, quand on parle d'investissement ESG, et en fait, la principale difficulté qu'on identifie de l'extérieur, c'est qu'il faudrait que tout le monde parle le même langage. Et comme il n'y a pas de cadre, finalement, qui permet d'expliquer quelles données il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut aller vérifier, finalement, chacun parlait un peu son langage ESG, et là, ça vient faire en sorte que tout le monde dise la même chose, c'est ça? Alors voilà, la première étape, c'est ça. Et la première étape, c'est SFDR, et c'est déjà d'exiger de la transparence. D'accord. Tout le monde raconte ce qu'il fait. Qu'on ait les informations. Voilà. Donc là, on n'est pas encore dans le fléchage, parce que ça ne dit pas si c'est ESG, pas ESG. En revanche, ou si c'est intense ou pas intense, un peu beaucoup passionnément, ça exige simplement donc de la transparence pour que le fléchage, ensuite, et on va en reparler parce qu'il y a d'autres aspects qui aident à flécher, mais aujourd'hui, c'est fournir l'information pour que le distributeur ou le conseiller soit en mesure de flécher. Donc SFDR, ça n'est que de la transparence. On n'a pas dedans d'indication de est-ce que justement on est plus ou moins ESG dans sa stratégie. Le D de SFDR, c'est disclosure, donc c'est vraiment une notion de transparence. Il y avait tellement d'attentes de l'écosystème sur des définitions et sur un cadre d'intensité sur l'ESG que ça a été aussi beaucoup reçu comme ça, en se disant les articles comme une définition, comme une définition. Il faut vraiment le prendre, et ça c'est important pour ce que c'est. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadre de transparence qui permet ensuite d'évaluer et de faire son choix et de faire son fléchage. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas plus d'indications à ce stade sur la stratégie ESG. C'est important parce que du coup, après, ça crée de la confusion. C'est important de ne pas prendre SFDR comme un cadre de définition qui permettrait d'orienter. En revanche, c'est vraiment un outil pour comprendre et faire son fléchage à son niveau. Après, il y a d'autres éléments, et notamment dans MIF 2, il y a d'autres outils qui permettent aujourd'hui de flécher, même si c'est encore assez partiel. Alors, MIF 2, ça concerne pour le coup les distributeurs, c'est ça? D'ailleurs, ça va concerner, puisque ce n'est pas encore entré en application, mais ça va concerner les distributeurs, ceux qui vont choisir avec l'épargnant dans quel type de fonds, dans quel type de produit aller. Et MIF 2, en fait, va obliger les distributeurs à récupérer les préférences ESG, finalement, des épargnants, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est aussi une fois qu'on a toute l'information, il nous faut l'autre côté. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle stratégie on met en place? Où on veut aller? Quelle est la destination? Et donc ça, c'est absolument essentiel, effectivement. Et MIF 2 prévoit que, de la même manière qu'on profilait un profil de risque de son épargnant final, aujourd'hui, demain, les distributeurs devront comprendre les préférences ESG parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon. Il y a différents moteurs du côté de l'épargnant final. Et donc, l'obligation, elle sera sur la prise en compte de ces préférences pour savoir quelle est la destination. Donc, on a de l'information à la destination. Bien sûr. Oui. Et après, il y a le fléchage. Il y a la trajectoire. Mais alors, du coup, la trajectoire, c'est les distributeurs qui vont la donner aujourd'hui en fonction des appétences des épargnants? Exactement. Donc, effectivement, une fois qu'ils ont reçu qu'ils ont une bonne compréhension, et donc ils ont tout un enjeu aussi de questionnaire à construire pour les comprendre. Mais une fois qu'ils ont compris les préférences de l'épargnant final, effectivement, tout leur enjeu, ça va être de proposer le produit adapté. Bien sûr. Je mets de côté le fait que, évidemment, ça sera après tout ce qui est profilage de risque, adaptation au profil de risque, etc. Mais alors, on revient sur une question de réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tous les outils réglementaires pour faire ce profil, pour faire ce fléchage? Partiellement. D'accord. Aujourd'hui, la réglementation... Alors, pourquoi je dis partiellement? Aujourd'hui, la réglementation, elle donne 3 grilles de lecture pour aider les distributeurs. La première grille de lecture, c'est la taxonomie. Et donc la taxonomie verte, qui est là un langage commun pour tout le monde et qui permettra de savoir, dans tous les produits de gestion et d'épargne qui sont offerts, à quelle hauteur le portefeuille est investi dans des activités vertes. D'accord. Donc là, on parle d'intensité pour le coup, l'intensité qu'on n'avait pas tout à l'heure avec SFDR. Exactement. Là, on l'a avec la taxonomie verte. On a un alignement avec les activités vertes. C'est une indication sur le portefeuille que le distributeur a.
Le deuxième indicateur qu'il aura, parce qu'on aura obligation en tant que gérant d'actifs de le fournir, c'est à quel point le portefeuille est investi dans des valeurs soutenables. D'accord. Soutenable étant une définition à définir par le gérant d'actifs. J'allais vous demander justement ce que veut dire soutenable, d'accord. Et donc là, c'est vraiment, à la différence de la taxonomie où la définition est la même pour tout le monde, là, la notion de soutenabilité va dépendre de chaque gérant d'actifs. Chacun pourra avoir sa définition, il n'y a pas de définition commune. Il n'y a pas de définition commune. Et la troisième dimension que le distributeur a à disposition, c'est savoir si dans le produit d'épargne, la notion de ce qu'on appelle d'incidence principale négative est prise en compte, c'est-à-dire que est-ce que dans la construction du portefeuille, le gérant fait attention, alors cette deuxième matérialité, mais d'un point de vue vraiment impact très négatif sur l'environnement ou le social. Est-ce que c'est pris en compte dans la construction de portefeuille? Donc on a ces trois outils-là qui existent aujourd'hui, que les gérants d'actifs vont devoir fournir, et le distributeur, ça va l'aider à flécher par rapport aux préférences exprimées par l'épargnant. Sachant que si je comprends bien, il y a sur cette grille de lecture, il y a finalement deux éléments qui sont standards et un troisième où il va falloir, ça va reposer sur une notion de confiance avec le gérant d'actifs avec lequel il va vouloir travailler. Alors cette notion de soutenabilité. Une notion de confiance et surtout une charge d'évaluation de la méthode, de compréhension de la méthode. D'accord. Et ça, c'est le distributeur qui va devoir le faire alors. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on commence à avoir les briques pour un fléchage, on commence à avoir les grilles pour un fléchage, il faut encore avoir en tête que le rôle du conseiller, le rôle du distributeur reste encore très important dans ce travail de fléchage. Il n'a pas à disposition un GPS. Il a à disposition un certain nombre d'informations et ça va être son rôle ensuite vraiment de faire... Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'il va falloir que le distributeur devienne un expert ESG, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Oui. Voilà. Et aussi parce que ces notions, elles sont compliquées et quand on va tester des préférences ESG auprès de l'épargnant final, c'est pas si simple à expliquer. Et donc, il y a tout un enjeu aussi d'éducation auprès de l'épargnant final pour qu'il arrive à exprimer ses préférences et comprendre les arbitrages possibles qui existent, etc. Donc, clairement, oui, il y a un enjeu de formation très fort sur ce sujet. Oui, puisque surtout qu'on voit d'ailleurs un certain nombre. Alors il y a eu des scandales ESG, mais il y a surtout en fait des questionnements aujourd'hui sur la stratégie d'un certain nombre d'entreprises où par exemple, certaines voix peuvent dire regardez, cette entreprise n'est pas du tout ESG à l'heure actuelle, et d'autres voix dire mais si, regardez, il y a tant investi, donc en fait, elle ne l'est pas aujourd'hui, mais demain, peut-être dans 10 ans, elle le sera. Donc comment est-ce que le distributeur ou l'épargnant peut faire la différence entre l'entreprise qui est ESG à l'heure actuelle et celle qui est en train d'amorcer sa mue ou de réaliser sa mue pour les années futures? C'est un point tout à fait essentiel et c'est effectivement cette partie qui est aujourd'hui pas fléché dans la réglementation. C'est-à-dire que quand on regarde la réglementation et un peu les grilles d'analyse, on va voir cette taxonomie, c'est aligné, c'est pas aligné, aujourd'hui. D'accord. C'est soutenable, c'est pas soutenable, aujourd'hui. Et effectivement, un des enjeux majeurs, puisque il faut se le dire, aujourd'hui, le monde n'est pas soutenable, sinon on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Quand on regarde l'économie, on a l'économie d'à peu près 5% alignée avec des activités vertes, donc 95% de l'économie ne l'est pas aujourd'hui. Oui. Et il y a un enjeu de transformation, il y a un enjeu de transition. Et cette transition, elle a besoin d'être financée, elle a besoin d'être investie. Et le capital privé de l'épargnant et l'épargnant final, via son épargne, a un rôle à jouer dans cette transformation. Et effectivement, un des enjeux importants, qui est important pour nous dans cette réglementation, c'est que demain, elle puisse aussi reconnaître que quand on dirige l'épargne, pas seulement vers les entreprises vertueuses aujourd'hui, et c'est très bien, mais aussi vers les entreprises qui font cet effort de transformation et de transition, ça puisse être vraiment reconnu comme des solutions d'épargne ESG, d'investissement responsable, parce qu'on est vraiment effectivement dans cette logique où on a besoin d'utiliser ce capital pour vraiment supporter, aider, financer ces entreprises qui sont en transition. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Élodie Legel, d'être venue partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre épargne retraite, voire peut-être aussi à votre épargne salariale, nous verrons, mais dans un contexte en tout cas d'inflation. Est-ce que le contexte inflationniste que nous connaissons en France, mais aussi en Europe depuis plusieurs mois, remet en cause des stratégies d'épargne retraite, voire remet en cause l'approche globale que l'on peut avoir vis-à-vis de l'épargne que l'on conserve pour sa retraite? Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Catherine Peilloni qui est avec nous tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epsens et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Bonjour Gilles Belloir. Absolument, bonjour. Bienvenue à tous les deux. Catherine Peilloni, première question pour vous. Quand on parle d'épargne retraite, on parle généralement d'investissement sur un temps long. Alors, on peut aussi commencer à épargner pour sa retraite 6 mois avant la retraite, mais généralement, l'épargne ne va pas tellement fructifier avant qu'on arrive à la retraite. Quand on parle d'investissement ou de placement sur un temps long, sur sa retraite, et qu'on est face à plusieurs mois, voire une année particulièrement inflationniste, est-ce que ça a tendance à changer la stratégie qu'on peut avoir mis en place ou à laquelle on peut avoir réfléchi pour justement épargner pour sa retraite ? Bien, je pense que ça doit avoir tendance à pousser l'épargnant à encore plus effectivement préparer sa retraite. D'accord. Ouais. Et à aller sur des placements dont les risques sont peut-être plus élevés, mais dont il est prouvé, quand on regarde ce qu'on appelle les backtests, l'historique, que les placements plus risqués sur une durée longue, c'est quand même ceux qui dégagent la rentabilité la plus forte. D'accord. Donc, le père collectif en épargne salariale permet effectivement de diversifier ses actifs, permet un blocage aussi de ses avoirs, sauf achat de la résidence principale, qui d'ailleurs est quelque part aussi un moyen de se constituer des actifs. Un patrimoine immobilier, donc potentiellement, immobilier, bien sûr. Oui. Et aussi donc de bloquer des actifs qu'on aura pu investir effectivement sur des poches de placement a priori plus risquées, mais qui sur une durée longue, je le répète, mais c'est important de le savoir, se traduisent par des performances également plus élevées. Quand vous voyez aujourd'hui que le livret A à 2% n'est pas très loin de son taux d'attractivité à 2,5% et que l'inflation actuellement est à 6%. Bien sûr, oui. Mais le livret A est quand même 2 fois plus élevé qu'avant. Certes, enfin, comme vous voyez, oui, il est loin de l'infltion, c'est vrai. Vous perdez 3%. Enfin, c'est un calcul juste mathématique. Donc le contexte inflationniste invite pas forcément à changer de stratégie, mais est un rappel finalement au fait que le temps long permet d'aller sur des investissements plus risqués. Et les gestions pilotées qui ont été donc mises en place, avec plus vous êtes loin de la retraite, plus vous êtes investi si vous n'avez pas choisi la gestion libre, c'est-à-dire vous occupez vous-même de vos placements. La gestion pilotée est aussi un élément particulièrement positif puisque quand vous êtes encore loin de la retraite, vous êtes positionné sur des placements plus risqués et évidemment moins risqués plus vous approchez de l'âge de la retraite. Alors, donc, l'inflation, oui, c'est une donnée, j'allais dire pas positive, mais qui ne peut que renforcer cette nécessité de se constituer une épargne forte au moment de la retraite. Alors, on va revenir sur la gestion pilotée. Juste avant, Gilles Belloir, même question. Donc, du coup, la réponse à l'inflation quand on parle d'épargne retraite, c'est les placements plus risqués, selon vous, à partir du moment où, comme l'a rappelé Catherine Peilloni, on a du temps long devant soi. Voilà, tout l'enjeu pour l'épargnant aujourd'hui, c'est de bien mettre en cohérence son allocation financière avec son horizon d'investissement. Et typiquement, l'outil préféré des Français aujourd'hui pour l'épargne retraite, c'est l'assurance vie. Et l'assurance vie est un instrument très utile. Il a ce petit biais qui le permet d'être liquide à tout moment et disponible à tout moment. Bien sûr, oui, oui. Et du coup, les épargnants avaient logiquement pris l'habitude de se dire « Ah oui, comme c'est un placement liquide, on ne sait jamais au cas où, je préfère une allocation financière qui sera la moins risquée possible. » Oui, parce qu'on veut que le montant sur ce deuxième compte courant, comme on peut l'utiliser pour certains, ou en tout cas ce compte d'épargne, mais accessible à tout moment, on veut que le montant ne bouge pas trop, ni à la hausse, ni à la baisse, quoi. Voilà, et pour autant, surtout pas à la baisse, quoi. Tout à fait. Et pour autant, quand on interroge les Français, en particulier ceux entre 40 et 60 ans, typiquement ceux qui préparent leur retraite, sur leur assurance vie, leur principal objectif d'épargne sur ce placement, c'est la préparation de leur retraite. D'accord. Okay. Donc souvent, on pouvait constater, et on peut toujours constater, un hiatus entre l'objectif de la personne et l'allocation financière qu'elle choisit. Donc on veut quelque chose de liquide, mais en même temps, on ne veut pas y toucher avant sa retraite. Exactement. C'est le biais constaté historiquement de l'assurance vie, qui servait d'ailleurs des rendements très généreux sur des placements sans risque, avec
avec le fonds en euros qui a été Alors justement, parce que qui revient un peu d'ailleurs dans le jeu, si je puis dire, du fait de l'augmentation des taux obligataires. Là, le fonds en euros redevient une stratégie de préparation de retraite ou pas forcément ? Alors non, pas tout à fait. Alors en particulier, puisque effectivement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment couvrir son épargne retraite contre l'inflation. Et là, on voit bien que le taux du fonds en euros, avec en moyenne 1,30, 1,40 l'année dernière, c'est suffisant. Quand on a pris l'exemple du livret à 2%, effectivement, oui, d'accord, on en est encore loin. Oui. Exactement. Et effectivement, pour peu qu'on ait du temps long, ce que l'on va rechercher, c'est des placements. Typiquement plutôt des placements actions, hein, quand on regarde effectivement le rendement du CAC 40 depuis 1987, on voit que typiquement un épargnant qui aurait placé à 10 ou à 15 ans obtiendrait un rendement de l'ordre de 6%. Donc typiquement 6%, c'est effectivement le taux qu'on souhaite couvrir aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des placements pour lesquels une durée, on va dire, minimale de 10 voire 15 ans est nécessaire pour envisager ce genre d'allocation financière. Mais alors, Catherine Peylonik, ça pose quand même plusieurs questions, parce qu'effectivement, on parle d'investissements risqués sur le long terme. Donc, le long terme ne permet pas de diminuer le risque, mais de le lisser, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut, notamment si on fait de la gestion pilotée, se tromper plusieurs fois et avoir raison quand même à un moment. Mais là, aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste. On se dit que pour combattre cela dans son épargne, il faut aller sur des investissements risqués, notamment des actions. Mais quand on regarde la performance des actions européennes là, depuis le début de l'année, et notamment avec ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, ça n'invite pas forcément l'épargnant à aller placer son argent pour sa retraite sur des sur des actions. Deux choses. D'abord, il faut revenir sur le fait que les marchés d'aujourd'hui ne préjugent pas des marchés futurs. D'ailleurs, comme les marchés de 2021 n'ont pas préjugé de ceux de 2022. Bien sûr. Ouais. Et d'autre part, il y a peut-être des fenêtres d'opportunité, comme on dit, à saisir dans ces périodes-là, alors accompagné par des professionnels, hein, bien sûr. Et donc, l'épargnant n'a pas à choisir lui-même. On n'est pas dans un PEA où, effectivement, c'est lui qui va choisir les titres sur lesquels il investit. Là, en épargne salariale, il va investir dans ce qu'on appelle des FCPE, des fonds communs de placement entreprise, que va lui proposer son employeur. Dans ces fonds, il y a toujours un fonds plus risqué que les autres. Et dans la gestion pilotée, ce fonds va effectivement se positionner, va être positionné comme le fonds un peu majoritaire sur des horizons de placement long. Et si justement il démarre maintenant à un niveau de CAC, par exemple, qui est nettement inférieur à celui qu'il était il y a un an, tout laisse à penser que sur l'horizon long dont on parlait tout à l'heure, les choses vont s'améliorer. Donc s'il part d'un point plus bas, les choses peuvent s'améliorer. La gestion pilotée, juste un mot sur la gestion pilotée que vous mentionnez, c'est cette idée finalement de ne pas décider soi-même quelle action on gère, ou on achète ou on vend, mais de laisser des professionnels le faire, c'est ça ? Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la gestion par défaut, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas de vous occuper vous-même de votre épargne, notamment quand vous recevez vos bulletins d'options pour décider où est-ce que vous placez votre intéressement et où votre participation. Donc dans le cadre d'épargne salariale, vous rentrez dans le cadre de l'épargne salariale, vous rentrez dans cette gestion pilotée. Alors ça, c'est dans le cadre de l'épargne salariale. Est-ce que là, vous nous avez donné l'exemple de l'assurance vie, Gilles Belloir, on pourrait parler du PER également, mais à titre individuel. Est-ce que là aussi, ces stratégies de gestion pilotée sont des choses que l'on peut mettre en place ? Parce que vous nous avez donné l'exemple de cette assurance vie que l'on veut liquide, donc que finalement on gère un peu soi-même, parce qu'à partir du moment où on laisse quelqu'un d'autre gérer son épargne, ça veut dire que globalement, ça devient un petit peu moins illiquide. On peut quand même le faire sur ces produits personnels ? Oui, tout à fait. Il existe sur la majorité des contrats d'assurance vie modernes des formules qu'on appelle gestion pilotée, allocation pilotée, ce genre de choses, et par laquelle vous allez confier à un professionnel le choix des supports risqués sur votre contrat. Les supports risqués, on appelle dans le jargon les supports en unité de compte, et cela même nécessite une certaine connaissance des marchés, et beaucoup d'épargnants finalement vont dire oui, moi je suis d'accord pour prendre une certaine dose de risque par rapport à l'horizon d'investissement que mon conseiller m'a expliqué compte tenu de la situation. Mais dans ce cas-là, moi les supports, vous savez,
ça ne me dit rien, prendre tel fonds ou tel autre, telle action ou telle autre. Moi, c'est pas mon métier, hein, ou alors peut-être que c'est mon métier, mais j'ai pas l'envie de m'en occuper. Hein, peut-être que je connais très bien. Et dans ces cas-là, des sociétés de gestion, en particulier, proposent ce service de gérer votre épargne risquée pour votre compte, moyennant un profil qui est défini à l'avance. On peut le changer, ce profil ? Alors oui, tout notamment à l'approche de la retraite où on se dit bon bah c'est bien, j'ai gagné, j'ai perdu ou je suis revenu à l'équilibre, mais par contre là j'ai envie de sécuriser ce qui me reste pour à l'approche de la retraite. Alors oui, absolument, et en particulier pour poursuivre cet objectif, le législateur a mis en place sur les plans d'épargne retraite individuels des allocations qui sont également des allocations par défaut et qui permettent, en fonction du niveau de risque que souhaite prendre l'épargnant, hein, qui prépare sa retraite, est-ce que je suis plutôt prudent, est-ce que je suis plutôt équilibré ou dynamique, hein, qui vont mettre en place une allocation qui a deux gros avantages. La première qui, loin de la retraite à 10, 15 ou 20 ans, va prendre un certain nombre de risques, voilà, en particulier en parce qu'on a le temps. Exactement, en investissant majoritairement sur des poches de type action, et qui, 10, 5 ans avant la retraite, va faire varier cette allocation pour aller progressivement vers des supports sécurisants, alors ceux du fonds en euros ou des supports non risqués comparables. Hein. Et ces formules-là aident beaucoup l'épargnant finalement à se projeter sur la préparation de sa retraite. Une dernière question, Catherine Peillonic. Donc là, effectivement, on est sur la préparation de sa retraite dans un cadre d'inflation. Une question que peuvent se poser pas mal de gens qui nous écoutent, c'est est-ce que le contexte inflationniste actuel peut remettre en cause une stratégie d'épargne retraite pour se dire j'ai plus de pouvoir d'achat aujourd'hui et puis je verrai ma retraite demain parce que mon sujet c'est aujourd'hui? Je ne suis pas sûre parce que, bon, d'abord, le sujet, certes, est aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le taux d'épargne des Français reste d'abord très élevé. Je crois qu'on est à 16%, hein, on sera à 16% en 2022. C'est-à-dire que, bon, il y a eu un petit pic au premier confinement, mais on n'est pas revenu aux 14% habituels. Ça veut donc dire qu'il y a une capacité d'épargne encore forte, qui va principalement aujourd'hui sur ce qu'on appelle les produits réglementés, le livret A, le livret d'épargne populaire, avec les taux dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus élevés effectivement sur le livret d'épargne populaire. Donc on revient sur ce sujet de fléchage. Ce sujet de fléchage. Je pense que le contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui, même si des experts tendent à penser qu'à partir de septembre, les choses vont un peu se stabiliser, bon, de toute façon, on n'en sait rien. Bien sûr, il peut revenir dans les années qui viennent. Je pense que la tendance à épargner pour la retraite avec des revenus de remplacement dont tout le monde sait aujourd'hui qu'ils sont franchement bien inférieurs au taux au salaire pendant sa vie active est une incitation forte et permanente à épargner sur des produits risqués. Donc inflation ou pas. Voilà. Et fiscalement, préparer sa retraite aujourd'hui sur des produits qui permettent une défiscalisation, ça permet de récupérer un peu de pouvoir d'achat ou pas? Alors, quand vous êtes imposé, il faut savoir que le PER collectif vous permet de faire des versements, donc ce qu'on appelle le PER reco, permet aujourd'hui de faire des versements volontaires déductibles. Donc c'est très intéressant, me semble-t-il. Le salarié imposé fait des versements volontaires déductibles. Dans le cadre de sa tranche d'impôt actuelle, il aura une fiscalité à la sortie. On peut penser qu'il sortira quand il sera en retraite, donc avec des tranches d'imposition a priori plus basses. Donc une fiscalité, j'allais dire, entre guillemets, gratuite à l'entrée, quitte à avoir une fiscalité à la sortie, certes, parce qu'il faut bien payer à un moment. Hein, bien sûr, les choses ne sont pas si simples. Ok, il aura une fiscalité à la sortie, mais a priori, avec un taux d'imposition plus faible que celui qu'il aurait aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, dernier point, le compte épargne-temps qui permet à l'épargnant de mettre des jours de CET. On avait vu, vu que les RTT allaient peut-être être monétisés, sans impôt, sans CSG. Enfin, c'est les derniers débats et a priori les choses sont passées au Parlement, je crois pas encore au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais en attendant le CET, ça vous permet aussi d'épargner de façon un peu indolore, puisque vous mettez des jours de congé et ou des jours de RTT à hauteur de 10 jours au total par an sur votre PERCO et ils sont monétisés sur la base de votre salaire. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Catherine Peillonic, directrice générale d'Epsens. Merci également Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h sur Bismart.